Le vent soufflait entre les rangées de marbre blanc, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Rodrigo Mendes avait l'habitude d'arriver seul au cimetière, pas par orgueil, par précaution. Parce que les hommes de sa position ne pouvaient pas se permettre d'être vus en train de pleurer sur une tombe, pas en public, pas devant des témoins. Ce matin-là, il portait un costume sombre, une cravate grise et une expression qui ressemblait à de la dignité, mais qui n'était, au fond, que de l'épuisement. Cela faisait exactement 1 an. 1 an depuis qu'on avait enterré Elisa. Il posa les fleurs sur la pierre froide, des lys blancs. Elle les aimait, ou du moins, c'est ce que lui avait dit l'assistante qui s'occupait des détails funèbres. Lui ne savait plus très bien ce qu'Elisa aimait. Il n'avait pas eu beaucoup de temps pour le savoir. Ce qu'il savait, c'est que sa mort avait été déclarée rapide, propre. Une crise cardiaque foudroyante à 42 ans. Le rapport médical était formel. L'acte de décès, signé. L'enterrement, expédié. Il s'agenouilla devant la dalle et ferma les yeux. Et c'est là qu'il l'entendit. Une voix de femme, derrière lui. Pas forte. Presque un murmure. Mais dans ce silence de pierre et de vent, elle résonnait comme une alarme. « Vous êtes bien son mari, n'est-ce pas ?» Il se retourna lentement. Elle était là, à 3 mètres, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux attachés, un manteau beige usé sur les épaules. 2 garçons se tenaient à ses côtés. L'un avait peut-être 12 ans, l'autre 10. Leurs yeux étaient rouges. Pas de chagrin de ce matin. Ils avaient l'air de pleurer depuis longtemps. Rodrigo ne répondit pas immédiatement. Il la reconnut, ou crut la reconnaître. Quelque chose dans son regard, quelque chose qu'il ne savait pas encore nommer. « Qui êtes-vous » dit-il. « Je m'appelle Martha. Et ces garçons... » Elle hésita, une fraction de seconde, comme si elle mesurait le poids de ce qu'elle allait dire. « Ces garçons sont les fils d'Elisa. » Rodrigo Mendes avait 58 ans. Il avait construit une fortune dans l'immobilier commercial, traversé 2 crises économiques, survécu à un procès retentissant et perdu sa femme sans avoir eu le temps de lui dire qu'il regrettait leur silence. Il avait l'habitude de situations difficiles, mais pas de celle-là. « Les fils d'Elisa », répéta-t-il. Ses lèvres formaient les mots sans les comprendre. « Nous nous appelons Lucas et Pedro », dit le plus grand des 2 garçons. Sa voix était posée, presque adulte, comme s'il avait répété cette phrase des dizaines de fois. Rodrigo regarda les enfants. Vraiment regardé. Il cherchait à démentir ce qu'il voyait, mais les traits du visage du plus jeune, les yeux légèrement en amande, la ligne du menton, c'était une géographie qu'il connaissait. Une géographie qu'il avait aimée. « Ce n'est pas possible, dit-il. Elisa n'avait pas d'enfant. Nous étions mariés depuis 11 ans. Je savais tout. » Martha sortit une enveloppe de son sac. Pas d'un geste dramatique, avec la précision d'une femme qui sait exactement ce qu'elle fait. Elle avait peur de vous le dire. Elle avait peur de tout perdre. Mais avant de mourir, elle m'a demandé de vous apporter ça. L'enveloppe était scellée. À l'encre bleue, au dos, on pouvait lire « Rodrigo. Si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire moi-même. » Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Ses doigts tremblaient légèrement. Pas beaucoup. Juste assez pour que Martha le remarque. Ce que Rodrigo ne savait pas encore, ce que personne dans son entourage ne lui avait dit, c'est que l'existence de ces 2 enfants n'était pas seulement un secret de famille. C'était une pièce manquante dans un puzzle bien plus dangereux. Elisa avait donné naissance à Lucas 13 ans plus tôt, hors mariage, avant leur rencontre, dans une maternité de province dont les registres, étrangement, avaient été modifiés 2 mois après l'accouchement. Le nom du père sur l'acte de naissance, rayé, remplacé par une ligne de tiret. Pedro était né 2 ans plus tard. Cette fois, le dossier médical avait simplement disparu. Martha était leur tutrice depuis 5 ans. Elle était aussi l'ancienne infirmière d'Elisa, celle qui avait été à son chevet lors de ces dernières semaines. Et c'est elle, et elle seule, qui avait entendu ce qu'Elisa avait dit dans son dernier souffle lucide. Elle m'a dit
Dis-lui que les garçons ont besoin de savoir d'où ils viennent, et dis-lui que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un accident. Rodrigo restait debout devant la tombe, l'enveloppe dans la main, et ces 5 mots tournaient dans sa tête comme une sentence. Ce n'était pas un accident. Si vous avez déjà entendu une vérité que vous ne pouviez plus effacer, vous comprenez ce que Rodrigo ressentait à cet instant. Ces histoires existent. Elles arrivent dans des familles ordinaires et dans des familles puissantes. Elles dorment sous des dalles de marbre. Elles attendent. Si vous aimez les récits vrais, les secrets révélés et la justice qui finit par parler, inscrivez-vous à cette chaîne. Restez jusqu'à la fin de cette histoire. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, vous ne l'oublierez pas de sitôt. Rodrigo rentra chez lui sans parler à personne. Il ferma la porte de son bureau, posa l'enveloppe sur le bureau en bois sombre qu'il n'utilisait plus depuis la mort d'Elisa. Elle aimait s'y asseoir le matin pour lire ses mails. Elle disait que la lumière y était meilleure. Il l'ouvrit enfin. La lettre faisait 4 pages, écrites à la main, dans une écriture légèrement tremblée, pas celle d'une femme malade, mais d'une femme qui écrit sous pression, comme si quelqu'un, quelque part, risquait d'entrer d'un moment à l'autre. Il lut lentement. La première page racontait Lucas, sa naissance, la clinique privée dans le Minas Gerais, où elle avait accouché seule, à 28 ans, après avoir quitté un homme dont le nom n'apparaissait nulle part dans le texte. Elle l'appelait simplement « lui », avec une minuscule, comme si le nommer était encore trop dangereux. Il m'a dit que si je gardais l'enfant, il réglerait tout. Il a payé pour que l'acte soit modifié, pour que son nom disparaisse, pour que Lucas n'ait officiellement pas de père. Je n'avais pas d'argent, j'avais peur, j'ai accepté. La deuxième page parlait de Pedro, et là le ton changeait, devenait plus froid, plus précis. Pedro est né 2 ans plus tard. Cette fois, je n'ai rien signé, mais les dossiers ont quand même disparu. Quelqu'un avait accès aux archives de la maternité, je ne sais pas qui. Mais je sais pourquoi. Parce que l'homme dont je parle avait changé de statut entre-temps. Il était devenu quelqu'un d'important. Quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre qu'on découvre ses enfants. Rodrigo s'arrêta, reposa la lettre 1 seconde. Ses yeux fixèrent le mur. Quelqu'un d'important. Il reprit sa lecture. La 3e page était la plus courte et la plus glaçante. Je suis tombé malade il y a 18 mois. Au début, les médecins disaient que c'était du stress. Puis ils ont changé de diagnostic. Puis ils ont dit crise cardiaque. Rodrigo, je n'ai jamais eu de problème cardiaque. Jamais. J'avais fait un bilan complet 6 mois avant. Tout était normal. Tout. La semaine avant ma mort, j'ai reçu un message, un seul, d'un numéro que je ne connaissais pas. Il disait « Les enfants sont en sécurité tant que tu l'es aussi. » Rodrigo, fais attention à qui tu fais confiance autour de moi. La 4e page ne contenait qu'une phrase et un nom. Il s'appelle Henrique Dremont et il sait que les garçons existent. Rodrigo Mendes mit 3 jours à faire ce que n'importe quel autre homme aurait fait immédiatement. Vérifier. Il n'appela pas la police, pas encore. Il avait appris, à force d'années dans les affaires, que prévenir la mauvaise personne au mauvais moment pouvait transformer une preuve en silence. Il engagea discrètement un enquêteur privé qu'il connaissait depuis 20 ans. Un homme discret, méticuleux, qui travaillait à l'ancienne, papier, appels, archives, déplacements. Le nom Henrique Drumond ne tarda pas à revenir. Henrique Drumond, 61 ans, sénateur fédéral depuis 16 ans. Avant ça, directeur d'un groupe hospitalier privé, présent dans 5 États. Avant ça encore, avocat spécialisé en droit des successions et des familles. Un homme dont la carrière avait gravi les échelons avec une régularité qui, à y regarder de près, était presque trop propre. Il avait une femme, 4 enfants officiels, un patrimoine déclaré de plusieurs dizaines de millions, et une réputation d'homme intègre, bâtisseur, philanthrope. L'enquêteur prit 5 jours, puis il appela Rodrigo. J'ai trouvé quelque chose dans les archives de la maternité de Juiz de Fora, pas dans les registres officiels, dans un registre secondaire, administratif, celui qu'on utilise pour les admissions en urgence.
Et il y a une admission il y a 13 ans, une femme seule. Le nom correspond à Elisa, mais dans la colonne accompagnant à l'arrivée, il y a un numéro de téléphone, un fixe. J'ai remonté ce numéro. Il était enregistré au nom d'un cabinet d'avocats dissous en 2014. Quel cabinet? Un silence. Drummond and Associados. Rodrigo ne dormit pas cette nuit-là. Il s'assit dans le salon, toutes les lumières éteintes, et laissa les pièces s'assembler dans sa tête, comme un architecte qui regarde les fondations d'un bâtiment et comprend, trop tard, qu'elles ont été sabotées depuis le début. Elisa avait connu Drummond avant de le connaître, lui. Elle avait eu ses enfants sous la pression de cet homme. Elle avait signé ce qu'il fallait signer, tu ce qu'il fallait taire, vécu avec cette peur pendant plus d'une décennie. Et elle était morte à 42 ans d'une crise cardiaque qui, selon son propre bilan médical, n'aurait pas dû arriver. La question n'était plus de savoir si quelque chose s'était passé. La question était de savoir qui avait signé quoi et qui avait laissé faire. La semaine suivante, Rodrigo rencontra Martha à nouveau. Pas au cimetière, dans un café ordinaire, dans un quartier que ni l'un ni l'autre n'habitait, à une table au fond, loin des fenêtres. Martha avait apporté une pochette en plastique. Elle la posa sur la table sans cérémonie. Elisa m'avait demandé de garder ça. Depuis 3 ans. Je ne savais pas si je devais vous le montrer. Pourquoi vous avez décidé de le faire maintenant? Parce que la semaine dernière, quelqu'un a essayé d'entrer dans mon appartement. Rien n'a été volé. Mais quelqu'un a cherché quelque chose. Et ce quelqu'un savait exactement où chercher. Elle ouvrit la pochette. À l'intérieur, 4 documents. Le premier, une copie d'un accord de confidentialité signé par Elisa en 2009. 2 pages, langage juridique dense. En substance, Elisa s'engageait à ne jamais révéler l'identité du père biologique de Lucas, sous peine d'une compensation financière à rembourser et de mesures légales. La contrepartie, une somme versée en une fois, en liquide, via une société offshore. Le deuxième, une lettre de menace. Non signée, datée de 2019. Vos fils sont connus. Leur situation peut devenir compliquée si vous ne restez pas sage. Le troisième, un relevé bancaire. Des virements réguliers, mensuels, sur un compte au nom de Martha. Pas de grand montant, juste assez pour payer le loyer des garçons. Le premier virement datait de la semaine qui avait suivi la mort d'Elisa. Rodrigo regarda la date, puis regarda Martha. Ces virements viennent de chez vous? Non. Alors de qui? D'une société, j'ai vérifié, elle s'appelle Construção e Participações do Planalto Ltda. Il reconnut le nom. Il avait déjà croisé ce nom dans des appels d'offres publics. Une entreprise bien connue dans les cercles politiques. Il sortit son téléphone, chercha, trouva le principal actionnaire de Construção e Participações do Planalto Ltda, Henrique Drummond. Ce type d'histoire, un secret enterré, une femme courageuse, un homme puissant qui pensait avoir tout effacé, se répète. Dans des villes grandes et petites, dans des familles riches et ordinaires. Ces histoires méritent d'être racontées. Si vous êtes encore là, si cette histoire vous touche, inscrivez-vous à cette chaîne, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes, le 4e document dans cette pochette, va changer la compréhension de tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Le 4e document était une ordonnance médicale, signée par un médecin du groupe hospitalier Drummond, datée de 6 semaines avant la mort d'Elisa. Elle prescrivait un traitement, un médicament dont le nom générique était imprimé en petites lettres techniques, dans un jargon que la plupart des gens n'auraient pas reconnu. Rodrigo prit une photo du document, l'envoya immédiatement à un ami cardiologue, sans contexte, avec une seule question. Qu'est-ce que ce médicament peut provoquer si mal dosé ou combiné avec autre chose? La réponse arriva en 30 minutes. Ce traitement à forte dose ou en interaction avec certains inhibiteurs peut provoquer une arythmie sévère. Dans des cas extrêmes, arrêt cardiaque. Le problème, c'est que ça ne laisse presque rien dans les analyses post-mortem standards.
Il faut chercher expressément. Rodrigo lut le message 2 fois, puis il appela son avocat. Pas pour se protéger, pour attaquer. Les semaines suivantes furent silencieuses en apparence. En réalité, elles furent les plus intenses de la vie professionnelle de Rodrigo Mendes depuis 20 ans. Mais cette fois, il ne construisait pas un immeuble. Il construisait un dossier. Il mandata un laboratoire indépendant pour analyser les échantillons biologiques conservés lors de l'autopsie d'Elisa, des échantillons que sa famille avait le droit légal de demander et que personne n'avait pensé à réclamer jusqu'ici. Il fit appel à un deuxième enquêteur, spécialisé en fraude médicale, qui travailla en parallèle du premier. Il rencontra discrètement une journaliste d'investigation, une femme qu'il connaissait de réputation pour son intégrité et sa prudence. Il lui remit des copies, pas toutes, juste assez pour qu'elle commence à tirer ses propres fils. Et il fit une chose que personne dans son entourage n'attendait. Il rendit visite à Lucas et Pedro. La première fois qu'il les vit dans un contexte normal, pas au cimetière, pas sous la pression d'une révélation, il fut frappé par quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Pedro, le plus jeune, avait un carnet de dessin. Sur la couverture, il avait écrit « Maman disait que si on dessine ce qu'on ressent, ça reste quelque part. » Lucas, lui posa une question directe, sans détour, avec le regard de quelqu'un qui a appris trop tôt à ne pas perdre de temps. « Est-ce qu'elle vous a dit qui était notre père ?» Rodrigo fit une pause. « Pas dans sa lettre, dit-il. Mais vous savez ?» Il regarda l'enfant. 12 ans. Des yeux qui portaient quelque chose de lourd pour leur âge. « Je crois savoir. Et si je me trompe, je vous le dirai aussi. » Lucas hocha la tête. Pas avec soulagement. Avec la résignation de quelqu'un qui a appris à attendre sans espérer. Cette image resta gravée dans la mémoire de Rodrigo plus durablement que n'importe quelle preuve dans son dossier. Les résultats du laboratoire arrivèrent un mardi matin. Rodrigo était dans son bureau, debout face à la fenêtre, quand son téléphone vibra. Il lut le rapport lentement, puis le relut. Les analyses révélèrent des traces d'un composé chimique dans les tissus conservés d'Elisa, un composé qui n'aurait pas dû être là, un composé non prescrit, non détecté lors de l'autopsie initiale parce que personne n'avait demandé cette analyse spécifique. Ce composé, en interaction avec le médicament prescrit 6 semaines avant sa mort, créait précisément le profil d'arythmie décrit par son ami cardiologue. Ce n'était pas une crise cardiaque naturelle, c'était une mort provoquée. La journaliste publia un premier article 6 semaines plus tard, prudent, factuel, sans nommer directement Drummond. Juste assez pour que ceux qui savaient comprennent de quoi il s'agissait. 2 jours après la publication, un ancien employé du groupe hospitalier Drummond contacta l'enquêteur de Rodrigo. Il voulait témoigner, anonymement d'abord, puis, après une longue conversation, à visage découvert. Il raconta qu'en 2009, il avait été chargé de modifier des dossiers médicaux dans 2 maternités du groupe, pas par Drummond directement, par un intermédiaire. Mais il avait reconnu l'écriture sur les instructions. Il l'avait gardée, cette note, photocopiée, rangée dans une enveloppe qu'il avait confiée à sa sœur, juste au cas où. Sa sœur vivait à Porto Alegre. Elle avait conservé l'enveloppe pendant 13 ans dans un tiroir de cuisine. Quand elle l'ouvrit devant l'enquêteur, elle trouva la note. Et au bas de la note, en toutes lettres, une signature. Henrique Drummond. Les affaires de ce genre ne s'effondrent jamais d'un seul coup. Elles s'effritent, une pièce après l'autre, une fissure qui en ouvre une autre, jusqu'à ce que le mur entier ne tienne plus. L'avocat de Rodrigo déposa une plainte formelle. Pas pour la mort d'Elisa encore, les preuves étaient solides, mais il fallait un procureur courageux pour les porter. Non. Il commença par là où le dossier était le plus bétonné. La modification frauduleuse des actes d'état civil. La falsification de dossiers médicaux, la société offshore utilisée pour payer le silence d'Elisa. Ce n'était pas le chef d'accusation le plus spectaculaire, mais c'était le plus inattaquable. Et dans les affaires contre les puissants, c'est toujours là qu'il faut commencer. Dans les semaines qui suivirent, la presse s'empara de l'affaire. Pas dans sa totalité,
Il y avait encore des zones d'ombre, des témoins qui hésitaient, des documents que les avocats de Drummond contestaient, mais suffisamment pour que le nom du sénateur commence à apparaître dans des titres. Drummond nia. Il parla de campagne de diffamation. Son porte-parole évoqua des accusations sans fondement montées par un homme en deuil. Ses avocats firent déposer une plainte en diffamation contre Rodrigo. Rodrigo ne répondit pas publiquement. Il laissa ses propres avocats travailler et il continua à construire. Il retrouva une sage-femme qui avait assisté à l'accouchement de Pedro. Elle avait pris sa retraite dans l'intérieur du Paraná. Elle se souvenait de tout. Elle avait une mémoire photographique des détails et surtout, elle avait conservé ses notes personnelles, pas les dossiers officiels, mais ses propres cahiers de travail qu'elle remplissait par habitude depuis 30 ans. Dans ces cahiers, elle avait noté le nom d'Elisa, et à côté une annotation au crayon, entourée d'un trait. Homme présent à l'admission, non inscrit, costume, a demandé que son nom ne figure nulle part. Elle était prête à témoigner. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, un ami, un frère, une sœur, qui a déjà été victime d'une injustice que personne autour d'eux n'a voulu voir. Cette histoire existe pour eux aussi. Elle dit que les preuves ne disparaissent pas toujours, que les témoins finissent parfois par parler, que la vérité peut attendre des années sous une dalle de marbre, mais qu'elle remonte toujours. Si ce canal vous accompagne dans ces histoires qui comptent, inscrivez-vous, et dans les commentaires, dites-nous, est-ce qu'il y a une histoire dans votre région, dans votre famille, dans votre mémoire, que vous aimeriez qu'on raconte? Nous écoutons. Le procès préliminaire s'ouvrit par un matin froid de juillet. Rodrigo y assista en silence, au 3e rang. Pas à la place de la partie civile. Il avait voulu être dans le public. Voir. Drummond entra dans la salle d'une démarche contrôlée, flanqué de 2 avocats en costume gris. Il avait les cheveux soigneusement peignés, un visage qui avait appris depuis longtemps à ne rien exprimer dans les moments difficiles. Mais quand la présidente du tribunal énuméra les charges, modification frauduleuse d'actes d'état civil, falsification de documents médicaux, abus de position dominante dans le cadre d'un accord sous contrainte, quelque chose passa dans ses yeux. Pas de la peur, pas encore, de la surprise de quelqu'un qui a cru, pendant trop longtemps, que l'argent et le réseau suffisaient à fermer toutes les portes. Il n'avait pas prévu Martha. Il n'avait pas prévu que les garçons avaient été protégés. Il n'avait pas prévu que Rodrigo, cet homme en deuil qu'il avait sous-estimé, se transformerait en enquêteur méthodique. Et il n'avait certainement pas prévu la sage-femme de Porto Alegre. La déposition de cette femme dura 2 heures. Elle parla avec la précision tranquille de quelqu'un qui a attendu ce moment pendant des années, sans l'espérer tout à fait. Elle sortit ses cahiers. Elle lut ses notes à voix haute, dans un silence de salle d'audience qui se fait rare. Elle décrivit l'homme au costume, sa manière de parler aux soignants, l'argent posé sur le bureau en partant, la façon dont il avait regardé l'enfant nouveau-né, pas avec de la tendresse, avec du calcul. « Je l'ai reconnu, dit-elle, quand je l'ai vu à la télévision 2 ans plus tard, pendant la campagne électorale. » Elle désigna Drummond, assis à 4 mètres d'elle. « C'est lui. » Drummond fut mis en examen à l'issue de l'audience préliminaire. Il ne fut pas immédiatement arrêté, ses avocats obtinrent une liberté provisoire, sous condition, engagement de ne pas quitter le territoire, remise du passeport. La machine judiciaire avançait, lente et formelle, comme elle avance toujours dans les cas impliquant des puissants. Mais quelque chose s'était passé que l'argent ne pouvait plus effacer. Son nom était public, les charges étaient publiques. La presse avait les documents. Les témoins avaient parlé sous serment. Il avait payé pour le silence pendant 13 ans, et le silence, ce matin-là, lui avait coûté bien plus qu'il n'avait jamais imaginé. Lucas et Pedro apprirent la mise en examen par Martha, qui leur expliqua ce qu'ils étaient capables de comprendre selon leur âge. Pas les détails juridiques, l'essentiel. Quelqu'un qui vous avait caché va devoir s'expliquer devant la justice. Lucas posa son crayon. Il regardait par la fenêtre. « Et notre nom, il sera corrigé. Votre avocat y travaille. Et maman ?»
Martha ne répondit pas tout de suite. Elle chercha ses mots avec soin. Ce qu'on fait là, c'est pour elle aussi. Pedro prit son carnet de dessin. Il l'ouvrit à une page blanche, et il dessina quelque chose. Rodrigo, qui était présent ce jour-là, regarda par-dessus son épaule. C'était une femme debout sur une colline, avec deux petits personnages à ses côtés. Et en dessous, en lettres d'enfant irrégulières, elle nous regardait. Dans les mois qui suivirent, Rodrigo Mendes fit plusieurs démarches parallèles. Il fit reconnaître légalement la filiation d'Elisa et des deux garçons à travers les documents en sa possession. Il fit ouvrir une procédure de révision du testament d'Elisa qui, dans sa forme officielle, ne mentionnait pas les enfants. Un testament qui, à l'analyse, portait des anomalies de rédaction signalées par deux notaires indépendants. Il fit aussi ce que personne ne lui avait demandé de faire. Il créa, au nom d'Elisa, une fondation, petite, discrète, destinée à financer l'éducation de Lucas et Pedro, mais aussi d'autres enfants placés dans des situations similaires, nés sous accord de silence, privés de leur histoire, effacés d'un trait de plume dans un registre. Il la nomma simplement Fondation Elisa Mendes, parce que ce nom, désormais, n'avait plus rien à cacher. Drummond fut condamné, en première instance, pour falsification de documents et contraintes dans le cadre d'un accord civil. La peine était loin d'être maximale. Les avocats avaient bien fait leur travail sur les détails procéduraux, mais la condamnation était réelle, et elle était définitive. La question de la mort d'Elisa restait ouverte. Une instruction criminelle avait été ordonnée. Elle prendrait du temps. Elle rencontrerait des obstacles. C'est la réalité des systèmes judiciaires, même quand les preuves sont solides. Mais Rodrigo n'était plus pressé de la même façon qu'au début. Il avait appris quelque chose dans cette année écoulée. La vérité n'a pas besoin d'aller vite. Elle a besoin d'être inébranlable. Le soir de la condamnation, Rodrigo retourna au cimetière, seul, comme toujours. Il s'agenouilla devant la dalle d'Elisa. Il n'apporta pas de fleurs cette fois. Il apporta une chose que Martha lui avait remise le matin même, un dessin de Pedro, encadré dans un cadre en bois simple. Il le posa contre la pierre, la femme sur la colline, les deux petits personnages, et en bas, en lettres d'enfant, elle nous regardait. Il resta là un long moment. Le vent soufflait entre les rangées de marbre, les feuilles mortes bougeaient doucement sur les allées de gravier. Il pensa à cette femme qu'il avait peut-être mal connue. Pas par manque d'amour, par manque de temps, par manque de courage, des deux côtés pour les conversations difficiles. Il pensa à ce qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. Et il se dit qu'il n'y avait pas de justice parfaite. Il n'y en avait pas. La justice parfaite aurait rendu ces années à Elisa, aurait mis les garçons dans sa vie quand ils en avaient besoin, aurait arrêté la peur avant qu'elle ne devienne une sentence. Mais il y avait la justice possible, celle qui nomme, celle qui consigne, celle qui empêche que les prochains disparaissent sans trace. Et ce soir-là, sur ce gravier, entre ces pierres, sous ce ciel de fin de journée, c'était suffisant. Pas pour tout réparer, mais pour commencer. Avant de conclure cette histoire, et il y a encore une chose à vous dire, quelque chose qui s'est passé 3 mois après la condamnation et que personne n'a rendu public, je voudrais vous demander quelque chose directement. Ces histoires, elles ne se trouvent pas dans les journaux, elles se trouvent dans les silences, dans les familles qui ont eu quelque chose trop longtemps, dans les cimetières de ville dont personne ne parle, dans les archives que personne n'a pensé à demander. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous savez, vous aussi, que la vérité compte. Inscrivez-vous. Pas pour nous, pour ne pas perdre le fil de ces histoires qui méritent d'être entendues jusqu'au bout. Et maintenant, ce dernier élément. 3 mois après la condamnation, un avocat se présenta au cabinet de Rodrigo. Pas le sien, pas celui de Drummond. Un avocat qu'il ne connaissait pas, qui représentait une femme qui ne souhaitait pas révéler son identité immédiatement. Une femme qui, selon cet avocat, avait connu Henrique Drummond dans les années 90, avant qu'il ne devienne sénateur, avant même qu'il ne soit l'avocat qu'il avait été. Elle dit qu'il y a un autre enfant, dit l'avocat, un 3e, né avant Lucas, avant Pedro. Rodrigo resta immobile.
Et elle dit que cet enfant, aujourd'hui un adulte, n'a jamais su qui était son père. L'avocat posa une enveloppe sur le bureau, plus épaisse que celle d'Elisa, beaucoup plus épaisse. Elle dit qu'elle attend depuis 25 ans de trouver quelqu'un à qui faire confiance pour la remettre. Rodrigo regarda l'enveloppe, regarda l'avocat. Pourquoi maintenant? Parce qu'elle a suivi le procès, et parce qu'elle a vu que vous n'avez pas abandonné. Il prit l'enveloppe. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Certaines vérités demandent du temps, pas pour être comprises, pour être portées correctement, sans précipitation, sans erreur. Il la posa sur le bureau d'Elisa, là où elle aimait lire le matin, là où la lumière était meilleure. Et il attendit. Ce que Rodrigo allait trouver dans cette enveloppe, personne ne le savait encore clairement. Pas même tous ceux qui en avaient entendu parler. Ce que tout le monde savait, c'est que Henrik Drummond, condamné mais libre, consultant des avocats, gérant encore des actifs à travers des sociétés interposées, ce que tout le monde savait, c'est que son histoire n'était pas terminée. Et que quelque part, dans cette ville, dans un appartement dont l'adresse ne figurait dans aucun document officiel, une femme attendait que quelqu'un frappe à sa porte. Une femme que Drummond croyait avoir oubliée. Une femme qui n'avait jamais oublié. Elisa est enterrée dans un carré ordinaire d'un cimetière municipal. Pas de monument, pas d'inscription ornementée, juste son nom, les dates et quelques fleurs renouvelées régulièrement par une main que les gardiens du cimetière ne connaissent pas. Lucas a maintenant 13 ans. Il dessine moins, il lit plus. Il a commencé à poser des questions sur la profession de journaliste. Pedro a 11 ans. Son carnet de dessin est presque plein. La fondation Elisa Mendes finance cette année les études de 27 enfants dans 5 États. Martha vit toujours dans le même appartement. Elle n'a plus reçu de visiteurs non invités depuis la condamnation. Elle dit qu'elle dort mieux, pas bien, mieux. Et Rodrigo Mendes, homme qui avait passé 30 ans à construire des bâtiments solides, continue de travailler sur le dossier le plus difficile de sa vie. Pas par obligation, par choix. Parce que certaines vérités ne méritent pas seulement d'être découvertes, elles méritent d'être défendues jusqu'à la fin. Si vous avez regardé jusqu'ici, jusqu'à ce dernier mot de cette histoire, vous savez maintenant pourquoi cette chaîne existe, pas pour le spectacle, pas pour le sensationnel, mais pour ces histoires vraies, complexes, humaines, qui demandent du temps et de l'attention pour être racontées correctement. Des histoires comme celle d'Elisa, comme celle de Martha, comme celle de 2 garçons qui dessinaient leur mère sur une colline parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire pour la garder près d'eux. Inscrivez-vous à cette chaîne et dans les commentaires, dites-nous, est-ce que cette histoire vous a touché? Est-ce qu'il y a une histoire que vous portez depuis longtemps dans votre famille, dans votre mémoire, que vous n'avez jamais entendu raconter comme elle devrait l'être? Nous sommes là. Nous écoutons. La prochaine histoire commence bientôt.